Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale de Parlez-vous Cinéma, une émission un peu plus technique que d'habitude aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir avec moi Isabelle Glachan. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, qui est à la fois productrice et vendeuse de films. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir parler de ces métiers-là, parce que les festivals, c'est aussi découverte de métiers, à la fois sur les tournages, mais aussi en post-production, des métiers qu'on connaît souvent moins bien. Donc bonjour, donc parlez-nous un peu de vous. Si vous pouvez vous présenter en 2 petites minutes. Donc vos 2 casquettes, à la fois de productrice et de vendeuse. Comment ça se passe, où et pourquoi? Déjà, je suis un peu particulière comme productrice et comme vendeuse, parce qu'en fait, je suis basée à Pékin, en Chine. D'accord. Et je ne produis et je ne vends que des films asiatiques, tournés par des réalisateurs asiatiques en Asie. Donc déjà, je suis dans la niche, je suis très particulière. J'ai commencé comme productrice, j'ai fait des études à Paris, en université. Et puis, je suis partie pour bosser à l'ambassade de France à Pékin comme attachée audiovisuelle. D'accord. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de réalisateurs chinois qui m'ont demandé de travailler avec eux, finalement de les produire. Et donc, je suis restée pour travailler avec eux. Et à force de produire, j'en suis arrivée à vendre, à représenter les films. Et de la Chine, on a ouvert les portes et commencé à travailler avec l'Asie. Je ne suis pas toute seule, on est une équipe en fait de 2 Françaises, 2 Chinoises et une Chinoise américaine. D'accord. Et pour que nos spectateurs se rendent un peu plus compte, alors commençons avec la production. Le métier de producteur, ça consiste en quoi concrètement ? Concrètement, le métier de producteur, d'abord, c'est de repérer des histoires et des talents, des réalisateurs, des voix, des gens qui ont une histoire à raconter, une véritable envie de la raconter. Et après, c'est de mettre à disposition les moyens qu'il va falloir pour accompagner le réalisateur pour faire le film. C'est-à-dire, c'est à la fois un accompagnement artistique, c'est-à-dire c'est dans la discussion avec le réalisateur sur le scénario, sur le choix du casting, sur le choix de l'équipe. C'est toute cette partie-là, mais c'est aussi de trouver les fonds, les financements qui vont permettre de faire le film. Et puis c'est aussi avoir une stratégie en fait à l'international, c'est-à-dire aussi avoir une stratégie sur ce film-là, on le fait avec ce financement-là, mais pour qui ? Quels sont les gens qui vont pouvoir le voir et comment on va faire pour que le film circule ? Et c'est là où le vendeur est parfois le partenaire du producteur en fait en fin de course. Une fois qu'on a fait produit le film, il y a un vendeur qui va lui aussi avoir une stratégie. Donc suivant ce que le film a besoin et ce qu'il apporte, je suis soit la productrice, soit la vendeuse, soit les deux, soit voilà, ça dépend des projets. Et du coup, le métier de vendeuse de film, concrètement, pareil, c'est comme le nom l'indique, j'imagine. Hein. C'est vendre, mais en même temps, il y a toute une stratégie qui n'est pas que sur la vente, qui va sur présenter le film au marché. Et c'est surtout travailler aussi beaucoup avec les festivals, parce qu'il est difficile de vendre un film si on n'a pas les journalistes, si on n'a pas les distributeurs qui ont déjà envie du film et ont déjà un peu une idée de ce qu'on va pouvoir faire avec le film. D'où votre présence ici à Amiens, pour le 37e Festival international du film d'Amiens. Donc vous venez présenter quoi cette semaine ? Alors je viens avec 3 films, ça fait beaucoup. Un film où j'ai la casquette de productrice, Marlina, la tueuse en 4 actes, qui est un western féministe indonésien d'une jeune réalisatrice. Mais je viens aussi avec 2 films qu'on représente à l'international. Un film coréen, mais pas que coréen, d'un réalisateur né en Israël, mais qui a grandi et fait ses classes en Allemagne, aux États-Unis, Cancel Faces, qui est un film qui est en compétition. Et puis également un film chinois, Knife in the Clearwater, un film chinois, un premier long métrage très très beau qui a eu le prix de la mise en scène à Marrakech, prix qui a été remis par Bruno Dumont. Donc du coup, on peut rappeler que Cancel Face est projeté cet après-midi à 14h au Petit Théâtre. Et on va vous projeter également tout de suite maintenant la bande-annonce de Marlina, la tueuse en 4 actes, tout de suite. Comme ça, vous aurez un petit aperçu du travail d'Isabelle Glachan. À tout de suite. Lo orang mau apa kesini? Ambil kamu uang. Semua kamu ternak. Kalau masih ada waktu, tidur deh engkau. Kita bertujuh. Oi, Marlina, tunggu! Kok bisa ikut dengan saya saja? Kok bisa pergi gereja? Melakukan dosa. Saya tidak merasa berdosa. Saya cuma mau dengan kepala kembali. Masuk sudah! Sumpah demi Tuhan, saya tidak tidur dengan laki-laki lain! Kalau begitu kau kasih lari tuh sekarang. Sekarang! Kau tidak percaya sama saya, Marlina?
Tin mau cerita. Kenapa kau bawa itu? Ini Sam tahanan. Malam ini, kau adalah perempuan yang paling beruntung. Saya perempuan paling sial sudah malam ini. Voilà, donc c'était la bande-annonce de Marlina que vous avez présentée à la quinzaine de Cannes. Parlez-nous un peu de ça, parce qu'apparemment c'était quand même une projection un peu spéciale. C'était très très particulier pour nous parce qu'en fait l'Indonésie n'avait pas été présente à Cannes depuis 12 ans. Mais pour la quinzaine des réalisateurs, c'était la première fois qu'un film indonésien était présenté. Donc c'était pas juste pour Cannes, mais pour nous et pour l'Indonésie, c'était un événement énorme. Hein. Même pour eux se demander comment une jeune réalisatrice indonésienne pouvait comme ça être choisie, alors que tant de réalisateurs avaient essayé les années passées, n'avaient pas réussi à accéder à Cannes. Vous aviez déjà gagné, entre guillemets, avant même, ne serait-ce qu'en y allant, quoi. C'est exactement ça, c'est vraiment ça. C'est le fait d'être choisi, de pouvoir aller à Cannes. Ça a une importance énorme parce que le fait d'être à Cannes, hein, vous avez d'abord la presse du monde entier qui voit votre film, vous avez des distributeurs, c'est le plus grand marché au monde, c'est le plus grand festival au monde, Cannes. Donc quand vous pouvez faire partie des rares élus, s'il n'y a finalement pas tant de films que ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup de films quand on est à Cannes parce qu'on a du mal à les voir tous. Bien sûr. Mais quand on n'est pas à Cannes, finalement, il n'y a pas tant de films que ça. C'est vraiment le best-of de l'année, un petit peu des films importants qui vont compter dans le monde entier. Surtout que c'est important la représentation de plusieurs cinémas qui existent, il n'y a pas que l'européen et l'américain. Toute la démarche du Festival d'Amiens cette année et depuis bien longtemps maintenant, et on l'espère encore pour quelques années. Justement, cette représentation, vous qui travaillez quand même dans un cinéma de niche, dans le cinéma asiatique, c'est pas le cinéma le plus accessible qui soit, surtout ici, enfin moi, de ce que je connais en France. Néanmoins, on peut nuancer en se disant quand même que depuis quelques années, avec des réalisateurs comme Park Chan-wook, Bong Joon-ho, qui était aussi à Cannes cette année pour un film Okja, produit par Netflix, il y a quand même une visibilité autre qui s'accélère. Vous le voyez concrètement, vous, dans votre travail ? Je pense que ça fait à peu près 10-20 ans que le cinéma commercial asiatique, c'est-à-dire surtout le cinéma de genre, le cinéma d'arts martiaux, Jackie Chan, des choses comme ça, effectivement, Tsui Hark, John Woo, voyage bien. C'est plus difficile pour les autres cinéastes. Et donc, notamment sur l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, le cinéma d'auteur a plus de difficultés. Le cinéma d'auteur chinois, par contre, est assez bien reconnu. Les films de Jia Zhangke, de Lo Ye, de Wang Xiaoshuai sortent en France. Et voyage dans les festivals. Donc il y a, je pense, un vrai goût pour le cinéma asiatique. Le cinéma asiatique est parfois un petit peu lent. Il faut parfois rentrer un peu dans un autre mode de pensée. Mais je pense que ce qu'ils ont à dire sur notre vie et ce qu'ils ont à dire sur notre monde et sur leur vie est extrêmement important et intéressant. C'est voyager au travers d'un film et découvrir une autre partie du monde, une autre vision du monde, mais qui en même temps est assez proche d'une autre parce que les problèmes qu'ils ont, c'est aussi les mêmes que les nôtres. Ils ont aussi des problèmes de famille, des problèmes de travail. Finalement, on est assez proches, l'Asie et nous et l'Europe. Tout à fait. Et du coup, vous, votre démarche, j'ai presque envie de dire personnelle, quand vous allez chercher un film, pourquoi vous allez chercher ce film particulièrement ? Est-ce qu'il y a des choses, des envies, des notions qui se répètent dans les films que vous choisissez, des envies de travailler sur ces thématiques-là, ou alors sur des lieux, sur des coutumes peut-être, même culturelles. Est-ce que vous avez comme ça des petits gimmicks dans votre démarche de recherche ? Je pense que d'abord, la raison pour laquelle on choisit un film, c'est le réalisateur. C'est parce qu'on tombe amoureux d'un style, d'une façon de raconter les histoires. Le dialogue dont vous parliez était est essentiel, mais c'est aussi reconnaître le talent du réalisateur. Donc cette partie-là est vraiment très importante. Et la deuxième partie, je pense, qui est assez particulier pour nous, c'est qu'on a besoin qu'il y ait un regard différent, c'est-à-dire un regard asiatique. On cherche la singularité de cette vision-là, tout en ayant des films qui sont universels, c'est-à-dire ça nous touche, et en même temps on n'a jamais vu ça. On ne connaît pas cette histoire-là. C'est-à-dire que par exemple Marlina, la tueuse en 4 actes, c'est un western, donc a priori on connaît le genre, on peut se dire qu'on a déjà vu ça.
Mais un film comme ça, d'une jeune femme qui décide de ne pas être victime, de se défendre et qui demande justice et qui voyage, qui part dans un commissariat avec la tête d'un homme qu'elle vient de tuer pour demander justice, moi jusqu'à présent, je n'avais pas vu ça. Tout à fait. Voilà. Donc il y a cette envie vraiment d'aller vers des choses inconnues, quoi, en fin de compte. C'est ça C'est la démarche. découverte. C'est la découverte, mais aussi avec des gens de talent qui font du cinéma, qui ont des grandes envies de cinéma. Et qui en même temps nous parlent. Alors qu'on ne connaît pas leur pays, alors qu'on ne parle pas leur langue, alors qu'on ne connaît pas leurs coutumes justement. Mais ce qu'ils racontent nous touche. Et du coup, c'est vrai que c'est toute la démarche du Festival d'Amiens, ce métissage des cultures, de la découverte de l'autre. Votre rapport au festival, j'imagine que vous les écumez avec vos films, mais aussi j'imagine pour en trouver d'autres, faire des rencontres. C'est une vraie partie du métier, ça. C'est une partie de plaisir, j'imagine, pour vous, mais ça doit être des semaines très intenses également en termes de rencontres professionnelles et de vrai travail professionnel. Les festivals, c'est magique en fait. C'est là qu'on rencontre les gens. C'est aussi là qu'on présente son film pour la première fois, qu'on voit, on pense avoir fait un film formidable et puis en fait on réalise que non, que le public ne comprend pas, ou on pensait que ça allait être difficile et en fait ça marche. C'est un peu, tout se joue dans les festivals, en tout cas pour les films que nous on fait, qui sont beaucoup des films de réalisateurs, dans des films d'auteurs, des films artistiques. Mais c'est aussi, les plus grands plaisirs sont aussi dans les festivals, hein, de rencontrer des réalisateurs qu'on connaissait pas, de voir des films qu'on connaissait pas, qu'on n'a pas trop produits et qu'on vend pas, mais d'un seul coup d'être ébloui par quelqu'un et d'espérer que peut-être pour le prochain film on pourra travailler ensemble, ou juste le plaisir de continuer à les voir faire des films. Les films, c'est fait pour être vu sur grand écran, c'est formidable aussi de partager ça, et la diversité qu'on a en France dans les salles encore. Parfois, il y a des pays dans lesquels la diversité n'existe que par les festivals. Et c'est les festivals qui permettent d'accéder à ces films. Donc c'est un lieu qu'il est nécessaire de protéger et où il est nécessaire d'aller, je pense. C'est très beau dit comme ça. Et parlez-nous un peu de... Alors, je vais écorcher le nom, vous allez le prononcer mieux que moi. Knife. In the Clear Water. Voilà. On va vous projeter un petit extrait dans 2 petites minutes, mais si vous voulez introduire le film avant qu'on monte les images aux spectateurs. Donc Knife est un premier long métrage d'un jeune réalisateur chinois qui s'appelle Wang Xuebo, qu'il a réalisé dans une communauté auprès d'une minorité très particulière en Chine. C'est la communauté des Hui, c'est une communauté musulmane, mais très proche des Chinois qu'on connaît, des Han. Mais une communauté qui jusqu'à présent n'avait pratiquement jamais été filmée. Et c'est la vie d'un vieux monsieur qui se demande comment il va arriver à survivre au décès de son épouse. Parfait, on regarde et on se retrouve juste après, tout de suite. Voilà. 他能打击这王人，你看拿啥打击呢？那是咋的？这个伤，往到个有多少就说算了。啊，那么别的事情可以能解决，但是死尸里的人多，那咱们这个鸡娃子，这个二狗子，还都不行。这个还不行，有的啥呀？我妈活了一辈子，那么或者是说那么活上个人样子，那么完了咱们把这当回事情。啊，我晓得咱那女也露脸，啊，那咱没去也没钱嘛，你看啥？你这的话咋理解你说？啊，咱那女露的肚子都掉着下来了嘛，咱们还能指望她能离几年几这？你俩可说了，可算了是吧？啊，那我俩哥俩咋商量呢？那由你来定呢？啊，那我的意思，这个女也对王人好。啊，那在你不同意了的，那咱就不在了噻。Voilà, donc on a pu voir encore un autre extrait de vos œuvres. Avant de vous quitter, on va se faire une petite exclue. On va parler un peu de Cancel Face que vous allez présenter tout de suite au Petit Théâtre. Donc ce projet-là, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Alors c'est un film qui est vraiment très très particulier. C'est un réalisateur qui est né en Israël, qui a appris le cinéma à Berlin et aux États-Unis, et qui est en fait un artiste. Et il s'autoproduit. En fait, il fait des films tout seul. Il va dans des ateliers créatifs où il est invité de par le monde. Et son atelier avec les artistes locaux est de tourner des films.
qu'il monte tout seul, qu'il a écrit tout seul. Donc c'est des œuvres très particulières, très très belles, qui mélangent à la fois, là c'est une référence au cinéma muet, en même temps il y a beaucoup de musique, il y a un petit peu de Romer, il y a des moments qui sont un peu gore, c'est unique. Donc ça c'est un film que vous vendez, que vous n'avez pas produit. C'est un film que je vends. Donc même dans les films que vous vendez, en fin de compte, il y a quand même ce rapport à la culture, de métissage, de rencontre un peu très marqué dans la culture d'un pays ou de plusieurs pays, si jamais il y a pluridisciplinarité. C'est l'idée de chercher la singularité, l'œuvre unique. Et là, ça l'est parce que c'est joué par des acteurs coréens, donc on ne voit même pas que le réalisateur n'est pas a priori coréen. Et en même temps, moi, j'avais jamais vu un film comme ça. Voilà. Merci Isabelle Glachan. On vous souhaite bonne chance pour les projections de vos films. Merci. Quant à nous, on se dit à très bientôt. Dans tous les cas, ici, tous les jours, 13h, en direct avec un nouvel invité et parfois avec quelques émissions spéciales. On vous dit à très vite sur la page du 37e Festival international du film d'Amiens. Bonne journée sur le festival, à bientôt.